Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Fièvre typhoïde et paratyphoïde. Tout le monde, je suppose, a une idée de ce que c'est que la fièvre typhoïde, qu'on appelle en arabe Hammet al-Msari, parce que c'est une fièvre intestinale, c'est une infection digestive. Donc c'est pour ça qu'ils l'appellent de cette façon-là. Donc la fièvre typhoïde, c'est une toxi-infection à point de départ lymphatique. Au niveau du mésentère, c'est là qu'il y a des relais ganglionnaires parce que le germe se multiplie au niveau de l'intestin et il va gagner les ganglions lymphatiques mésentériques. C'est à ce niveau-là qu'il va se multiplier, qui correspond à la période d'incubation. Alors, elle est due à quoi, la fièvre typhoïde? À des bacilles gram-négatifs qu'on appelle des salmonelles. Et bien sûr, il y a des salmonelles majeures et salmonelles mineures. Et pour la typhoïde et paratyphoïde, ce sont des salmonelles majeures. Donc, il y a Salmonella typhi particulièrement, donc c'est plus fréquent, et les Salmonella paratyphi A, B et C. Et elles posent toujours un problème de santé publique dans les pays sous-développés où l'hygiène est défectueuse. Et on l'appelle une maladie des mains sales. Et c'est une maladie strictement humaine. Elle est liée au péril fécal. Donc, c'est lié à l'eau ou les aliments souillés par les selles infectées par les salmonelles. Et c'est une maladie à déclaration obligatoire. Alors, sur le plan bactériologique, on va parler des agents infectieux. Donc, l'espèce, dans 99% des cas, l'espèce responsable de la fièvre typhoïde, c'est Salmonella de fièvre typhoïde et paratyphoïde, c'est Salmonella enteritica. Donc, il y a les Salmonella typhi, on l'appelle aussi bacille d'Hébert, c'est le plus fréquent, et les Salmonella paratyphi A, qui est le plus fréquent en Afrique, le B plus en Europe et le C en Asie. Donc, ça, c'est pour les Salmonella paratyphi. Par contre, Salmonella typhi, on la trouve un peu partout, beaucoup moins en Europe parce que l'hygiène est bien meilleure, mais en Asie et en Afrique, on retrouve aussi les Salmonella typhi. Alors, ces germes ont des caractères culturaux et biochimiques. D'abord, on a dit que c'était des bacilles gram-négatifs. Ils sont mobiles, ils sont anaérobies, ils ne produisent pas d'oxydase, par contre, ils produisent nitrite et catalase positive. Ils fermentent le glucose, sauf pour le Salmonella typhi. Et bien sûr, ces caractères, même si vous les oubliez, ce n'est pas grave, mais il faut connaître quand même les espèces qui donnent la fièvre typhoïde et paratyphoïde. Par contre, la structure antigénique, c'est bien de la connaître parce que c'est ce qui va être retrouvé ensuite dans la sérologie et même dans le vaccin. Alors, les salmonelles ont deux types d'antigènes, donc le O et le H, et un antigène VI, qui est un antigène capsulaire. Alors, l'antigène O, c'est ce qu'on appelle l'antigène somatique. C'est lui qui est responsable de l'endotoxine. Et c'est un lipopolysaccharide qui va déterminer, bien sûr, les anticorps anti-O. Et l'antigène flagellaire, qu'on appelle l'antigène H, lui, il détermine l'apparition d'agglutinine H. Et l'antigène VI, c'est un antigène capsulaire ou l'antigène de surface. Et bien sûr, celui-ci, il est présent uniquement dans le Salmonella typhi et paratyphi C. C'est l'antigène de virulence. C'est celui-là qui est utilisé dans les enquêtes de dépistage. Alors, sur le plan épidémiologique, quand on parle d'épidémiologie, on va parler du réservoir de germes, du mode de transmission, quels sont les sujets réceptifs, où est-ce qu'on trouve la maladie. Donc, sur le plan épidémiologique, c'est une maladie, bien sûr, des pays à bas niveau socio-économique, donc les pays sous-développés et les pays en voie de développement. Alors, il y a un recensement en 2010 dans le monde, il y a à peu près, selon l'OMS, il y a 26,9 millions de cas de fièvre typhoïde. Et le réservoir, il est strictement humain. On sait que c'est uniquement l'homme qui fait la fièvre typhoïde
qui élimine bien sûr les germes par les selles. Et alors, qui c'est qui est le réservoir? Il y a l'homme malade, l'homme qui est guéri, donc le convalescent, qui élimine encore le germe, qui n'est pas encore stérilisé. Et puis, il y a des portages sains. Le portage sain est difficile parce qu'il n'a pas de symptômes. Comment le dépister? Il continue à essaimer la maladie, mais sans qu'on le sache. Donc, c'est les plus compliqués. C'est pour ça qu'il y a, dans certaines professions, il y a des bilans annuels, comme par exemple pour les cuisiniers, pour ceux qui travaillent dans les réfectoires. Donc, c'est tous des cuisiniers ou des serveurs. Ceux-là, on a peur qu'ils contaminent toute une population. Donc, on leur demande chaque année une coproculture pour voir s'ils ne sont pas porteurs de salmonelle. Et comment on attrape la maladie? La transmission se fait comment? Et bien sûr, c'est une maladie à transmission hydrique. C'est l'une des transmissions hydriques par excellence. Donc, elle peut être directe interhumaine, mais c'est très rare, par les mains sales ou par comment dire, les objets souillés, mais le plus souvent, c'est une voie indirecte à partir de l'eau ou les aliments qui ont été contaminés. Et il y a bien sûr les fruits de mer qui peuvent être aussi contaminés. Quand les eaux usées se déversent dans la mer, on peut avoir des coquillages qui sont contaminés, certains poissons, donc ils peuvent être contaminés. Et quand on les consomme, surtout quand ils sont consommés pas très cuits, on peut bien sûr être contaminé de cette façon digestive, donc porte d'entrée digestive. Alors, la maladie, bien sûr, dans les pays sous-développés, elle évolue sur un mode endémique avec des poussées épidémiques, notamment, ça veut dire, quand on dit endémique, c'est-à-dire qu'il y a des cas toute l'année. Et il y a des poussées épidémiques, donc de nombreux cas, pendant la saison estivo-automnale. Et bien sûr, c'est une maladie qu'on peut voir à tout âge, mais plus fréquemment chez l'adulte jeune. Et quels sont les facteurs de risque supplémentaires de faire cette maladie, c'est-à-dire qui sont plus exposés? Ce sont ceux qui ont une hypochloridrie gastrique, parce que vous savez que l'acidité gastrique est un moyen de défense, donc il agit sur plusieurs germes. C'est une barrière entre l'extérieur et le système digestif. Mais bien sûr, quand l'inoculum est important, il peut y avoir une partie qui va être tuée par l'acidité gastrique, mais l'autre partie qui passe. Et c'est comme ça qu'on fait la fièvre typhoïde. Il y a aussi les drépanocytaires homozygotes, qui sont un terrain aussi favorable à la fièvre typhoïde. Alors, sur le plan physiopathologique, que se passe-t-il? Une fois qu'on a ingéré l'eau ou les aliments qui sont souillés, ils traversent l'acidité gastrique s'il y a un inoculum important, ils vont atteindre l'intestin. Alors, c'est les germes qui vont arriver au niveau de l'intestin, ils vont traverser la muqueuse intestinale, ils vont gagner les ganglions mésentériques et ils vont se multiplier à ce niveau-là, à l'intérieur des macrophages. Cette phase de multiplication correspond à la phase d'incubation, c'est-à-dire que pendant cette période, il n'y a aucun symptôme. On a absorbé le germe, il est en train de se multiplier. Après, il y aura ensuite, il va se déverser dans la lymphe puis dans le sang. C'est là que commenceront les symptômes cliniques. Donc, après la multiplication, à partir de ces ganglions, les salmonelles sont déversées lentement par la lymphe, puis passage dans le sang via le canal thoracique. Et donc, on aura une bactériémie à point de départ lymphatique. Pour faire la différence, en fait, par les bactériémies à point de départ thrombophlébitique. Pour les germes pyogènes, le strepto, le staph, par exemple, c'est des portes d'entrée thrombophlébitique, c'est-à-dire qu'il y a une plaie, par exemple, il y a une microthrombose, donc de germes qui se multiplient, et il va être lysé par les enzymes, il va passer dans le sang. Donc, suite à une thrombophlébite, le germe va passer dans le sang. Ici, c'est une multiplication au niveau des ganglions. C'est pour ça qu'on dit à point de départ lymphatique et que
le fait de passer d'abord dans la lymphe puis dans le sang, c'est pour ça que le début va être progressif. Alors que quand c'est thrombophlébitique, le début est brutal. C'est ça qui fera la différence. Et l'évolution, bien sûr, naturelle de la maladie, sans traitement, elle évolue en 3 septénaires, c'est-à-dire en 3 semaines. Donc, il y a la période d'invasion, la phase d'état, et on verra la phase des complications endotoxiniques. Et on va passer, bien sûr, à l'immunité. Donc, une fois qu'on a fait la maladie, il va y avoir l'immunité spécifique qui va activer les macrophages qui vont détruire les salmonelles. Et une fois que les salmonelles sont détruites, il y aura 2 conséquences. Donc, il y a la disparition progressive des germes qui sont dans le sang, qui sont détruits progressivement. Et puis, quand le germe est détruit, il va libérer l'endotoxine. Et c'est là que ça peut être, si c'est trop, la dose est très importante, que la lyse est importante, il va y avoir une augmentation du taux d'endotoxine dans le sang et ça va entraîner des complications toxiniques. Donc, à la fin de l'évolution de cycle digestif puis sanguin, les salmonelles ils reviennent au niveau, donc ils sont éliminés par la bile, qui retournent dans l'intestin et ensuite qui sont éliminés par les selles. Mais dans certains cas, les germes peuvent se localiser, c'est les localisations secondaires. Une fois qu'ils sont dans le sang, il peut se localiser où il veut. Au niveau de la rate, au niveau du foie, au niveau des ganglions, au niveau de l'os. Donc, il y a certaines localisations secondaires qui peuvent exister. Et ces localisations, bien sûr, superactives, généralement, sont tardives. On peut avoir un portage chronique au niveau des selles. Donc, une fois qu'on a vu la physiopathologie, comment se passe la maladie, on va voir les conséquences cliniques. Comment ça va se traduire cliniquement. Donc, on a dit que la fièvre typhoïde, on va prendre, bien sûr, on va décrire la forme la plus typique, qu'on appelle la forme commune de l'adulte jeune, et on va la décrire sur ces différentes phases. Alors, l'incubation, on a dit elle dure en moyenne 2 semaines. Ça peut être, quand l'inoculum est très important, ça peut être plus court, 5 jours à 1 semaine. Comme si l'inoculum est vraiment peu important, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Mais dans la moyenne, c'est au bout de 15 jours que le début de la maladie se fait. Donc, c'est toujours en fonction de la quantité de l'inoculum et bien sûr en fonction de la réponse immunitaire du sujet. Donc, après la phase d'incubation qui dure en moyenne 2 semaines, vient le début de la maladie qu'on appelle la phase d'invasion ou le premier septénaire, si vous voulez, c'est la phase septicémique. Donc, c'est le moment où les germes vont se déverser dans le sang, ce qui correspond à la phase septicémique ou le premier septénaire. Alors, par quoi se manifeste-t-il? D'abord, j'ai dit tout à l'heure que le début était progressif, parce que la porte d'entrée est lymphatique, ou insidieux, comme vous voulez. Alors, il se manifeste par quoi? Comme on l'appelle, fièvre typhoïde, le premier mot, il est au premier plan, c'est la fièvre. C'est une fièvre qui augmente progressivement, qui atteint les 39 degrés en 1 semaine. Donc, chaque jour, elle augmente d'1 demi-degré pour atteindre 39 degrés à 40 degrés en 1 semaine. Et elle s'associe avec une asthénie importante, avec le pouls qui reste normal. Donc, il y a une dissociation, parce qu'habituellement, quand on fait de la fièvre, la réaction naturelle, c'est qu'on accélère le pouls. Eh bien, dans la fièvre typhoïde, il y a une dissociation. La fièvre est élevée, mais le pouls ne s'accélère pas. La dissociation du pouls et de la température est caractéristique de la fièvre typhoïde. Alors, en plus de cette fièvre avec dissociation du pouls, on a quelques signes nerveux, notamment les céphalées. Les céphalées sont intenses. Parfois, ça peut être pris carrément pour une méningite tellement les céphalées sont importantes, persistantes,
avec des insomnies et des vertiges. Donc, il y a la fièvre, les signes nerveux, les signes digestifs. Donc, à la phase d'invasion, donc à la phase de début, on n'a pas encore la diarrhée, on a une constipation. On peut avoir l'anorexie, les nausées, mais le plus important, c'est la constipation, avec parfois des douleurs abdominales. Et parfois, on peut faire une épistaxis, qui est inconstante, mais quand on la retrouve, elle est évocatrice. Alors ça, c'est les symptômes dont le malade se plaint. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on examine le patient? D'abord, l'état général, il peut être moyennement altéré ou altéré. Et c'est surtout à la phase d'état qui va plus être altéré. Au début, c'est moyennement altéré ou modéré. Alors, il a une langue saburale, c'est-à-dire qu'il langue avec un enduit blanchâtre, un peu déshydraté. Et quand on palpe l'abdomen au niveau de la face ciliaire droite, il y a une sensibilité et un gargouillement. Alors qu'habituellement, ce gargouillement est important avec la constipation. Parce que si on a une diarrhée et ça gargouille, c'est normal. Toute diarrhée, il y a des gargouillements. Mais quand il y a un gargouillement alors qu'on a une constipation, c'est quand même évocateur de la fièvre typhoïde. Donc, une fosse ciliaire droite sensible et gargouillante associée à la constipation. La splénomégalie est également inconstante. C'est une splénomégalie de type septicémique. Ça traduit le passage de germes dans le sang. Mais bien sûr, si on ne la retrouve pas, ça n'élimine pas le diagnostic. Elle n'est pas constante dans les septicémies. Donc, c'est la même rate qu'on trouve dans toutes les différentes septicémies. Après la phase d'invasion, on arrive à la phase d'état où le tableau clinique est le plus complet possible. C'est le deuxième septénaire. Alors, la fièvre, elle devient constante, elle est en plateau à 39-40. Au début, donc c'est une augmentation progressive durant une semaine pour atteindre ce plateau. Donc, c'est une augmentation chaque jour un peu plus. Bien sûr, avec une évolution naturelle, sans traitement. Et au deuxième septénaire, c'est que la fièvre reste autour de 39-40 en plateau, avec toujours le pouls qui est dissocié, c'est-à-dire vous avez 40 de température et vous avez 80, 75 ou 80 de fréquence cardiaque ou de pouls, alors qu'on devrait avoir autour de 120, 140. On a également un typhos. Le typhos, c'est-à-dire que le malade il est un peu prostré, donc c'est l'imprégnation toxinique des centres nerveux. Ça se manifeste par une prostration, le malade qui est ralenti, il est indifférent à son entourage. Il a une inversion du rythme du sommeil, c'est-à-dire qu'il dort le jour et il a une insomnie la nuit. Donc, inversion du rythme nictéméral ou du rythme du sommeil. Et il délire, mais c'est un délire qui n'est pas agité, il est doux et tranquille. On appelle ça un délire onirique, parfois accompagné de certains mouvements stéréotypés qu'on appelle morphologiques. C'est des mouvements continuels des mains, donc c'est comme s'il essayait de prendre quelque chose dans l'air, qui voltige dans l'air, sans se rendre compte. Et on peut également trouver un méningisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un méningisme? C'est qu'il y a un syndrome méningé, qui peut être fonctionnel et physique ou simplement fonctionnel, mais il peut être incomplet, mais avec un LCR normal. Donc, c'est un examen physiquement qui fait syndrome méningé, mais biologiquement, il n'y a pas d'atteinte du LCR. Donc, c'est ce qu'on appelle un méningisme. Et bien sûr, dans la fièvre typhoïde, c'est un signe qu'on trouve surtout chez l'enfant. Il est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Alors, les signes digestifs qu'il présente. Donc, on a vu la fièvre, les signes neurologiques, donc le typhos, et on va voir les signes digestifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme signes digestifs? Au début, le premier septénaire, nous avions une constipation avec
gargouillement de la fosse iliaque droite qui était sensible. Et au deuxième septénaire, ça devient de la diarrhée. Et cette diarrhée, elle a des caractéristiques particulières, notamment la couleur qui est jaune ocre, qui ressemble à du jus de melon. On a jusqu'à entre 3 et 6 selles par 24 heures. Et elle peut bien sûr parfois manquer. Mais souvent, elle est présente, la diarrhée, au deuxième septénaire. C'est pour ça qu'il faut bien sûr faire attention, qu'il faut désinfecter ses selles au niveau des toilettes, parce que c'est comme ça qu'on peut se contaminer. L'examen de l'abdomen, il est ballonné, il est sensible, surtout au niveau de la fosse iliaque droite. La langue, elle devient sèche et rôtie, parce qu'il fait beaucoup de fièvre, il est déshydraté. Les lèvres, elles sont un petit peu fissurées, fuligineuses. Et puis, il y a la splénomégalie qu'on a retrouvée à la phase d'invasion, qu'on peut toujours retrouver à la phase d'état. C'est une splénomégalie généralement de type 1, modérée, elle est molle, de type septicémique. Elle peut être associée à une hépatomégalie. Après les signes, après le syndrome infectieux, les signes neurologiques, les signes digestifs, nous avons les signes cutanéo-muqueux. Et ça, vous devez le retenir, les taches rosées lenticulaires, qui ne sont pas constantes, on peut retrouver à peu près dans 30%, elles sont pathognomoniques de la fièvre typhoïde. C'est quoi ces taches rosées lenticulaires? C'est des petites, comme le nom, c'est des taches, donc rosées, c'est des petites macules, rose pâle, elles ne sont pas très rouges, de la taille de lentilles, donc on dit lenticulaires, qui sont arrondies ovalaires de 2 à 4 mm de diamètre. Elles ne sont pas prurigineuses, elles siègent au niveau basithoracique ou bien au niveau de l'abdomen et des flancs. Et ça évolue en deux, dès que vous examinez, vous les retrouvez, vous les entourez avec un stylo pour voir leur évolution parce qu'elles régressent en 3 à 5 jours. Elles évoluent en 2 à 3 poussées et bien sûr, elles régressent sans laisser de traces. Mais quand on les retrouve, on peut dire que c'est une fièvre typhoïde avec certitude. Et c'est dû à la toxine. C'est la toxine qui provoque ces signes, ces taches rosées lenticulaires. Alors, deuxième atteinte muqueuse, c'est l'angine de Duguay. Elle est décrite dans la littérature, mais bon, elle n'est pas si fréquente que ça. Moi, j'ai vécu comme plusieurs épidémies de fièvre typhoïde. On a vu des taches rosées lenticulaires, mais l'angine de Duguay, sincèrement, on n'a pas vu. Mais classiquement, elle est pathognomonique également de la fièvre typhoïde. Et elle est faite d'ulcérations superficielles au niveau des piliers du voile du palais. Donc, il faut examiner la gorge pour trouver ces ulcérations. Alors, le reste de l'examen, on peut retrouver quelques râles bronchiques qui ne sont pas, bien sûr, typiques. Il n'y a rien de spécifique pour la fièvre typhoïde. À ce stade, le diagnostic de certitude peut être confirmé par les hémocultures, par la sérologie, parce qu'il y a les anticorps qui sont apparus, et la coproculture. Alors que le premier septénaire, il n'y a que les hémocultures qu'on peut faire. L'élimination dans les selles n'est pas encore arrivée, donc il n'y a pas encore d'élimination par la bile dans les intestins, et les anticorps ne sont pas encore apparus. Ça apparaît au-delà d'une semaine. Donc, c'est au deuxième septénaire qu'on a les 3 examens qui peuvent être positifs. Alors, l'évolution de cette maladie, c'est ce qu'on appelle le 3e septénaire. Je parle de l'évolution, bien sûr, spontanée. Donc, l'évolution, elle est lente. Donc, c'est la phase d'état qui se prolonge jusqu'à 3 semaines. Et puis, la fièvre commence à descendre par des oscillations importantes qu'on appelle le stade amphibole. Et en même temps que les autres signes, avec les céphalées, avec tous les signes digestifs, tout diminue progressivement pour disparaître, mais ils vont laisser bien sûr un malade, puisqu'il faisait de la diarrhée, des vomissements, anorexie, donc il va être dénutri, amaigri, et avec l'apparition de complications qui peuvent être fréquentes. Et on verra ensuite les complications. Si le malade est traité dans un traitement adéquat et précoce, l'évolution est rapidement favorable. La fièvre va chuter, bien sûr, en lysis. Elle ne va pas chuter brutalement comme dans la pneumonie, par exemple, où
en quelques heures, la fièvre chute. Ici, ça va diminuer en 3 à 4 jours jusqu'à une semaine pour se normaliser. Mais chaque jour, elle diminue. C'est comme comme elle est montée progressivement, elle descend progressivement. Et s'il y a une chute rapide, il faut craindre qu'il y ait des complications toxiniques. C'est-à-dire qu'il y a une lise massive de germes. À ce moment-là, il faut être alarmé. Mais dans l'évolution naturelle, donc elle descend chaque jour d'un demi-degré ou d'un degré pour se normaliser au bout d'une semaine maximum, avec la régression des autres symptômes. Et la convalescence est rapide. Ce n'est pas comme dans la maladie naturelle sans traitement. La convalescence est plus longue, c'est-à-dire pour que le malade se rétablisse comme il faut du temps. Ici, la guérison est plus rapide. Mais quand même, même sous traitement, les complications restent possibles. Donc, après la forme typique, on va voir les autres formes cliniques qu'on peut retrouver. On a décrit la forme commune, celle qui est la plus complète, devant laquelle tout le monde peut faire un diagnostic, mais il y a des formes qui sont différentes ou qui peuvent faire égarer le diagnostic. Notamment, on peut avoir des formes fébriles pures, il n'y a pas de trouble digestif, il n'y a pas de typhose, il y a simplement une fièvre prolongée. Devant toute fièvre prolongée, il faut penser, dans un pays endémique de fièvre typhoïde, penser à la fièvre typhoïde et faire systématiquement, de toute façon, les hémocultures. Et même faire la coproculture pour rechercher bien sûr, et les notions épidémiologiques sont importantes. L'origine du patient, l'eau consommée, c'est l'eau de pluie, c'est l'eau du robinet, c'est l'eau minérale. Donc, s'enquérir s'il n'y a pas de cas similaires dans l'entourage, tout ça pour arriver à un diagnostic fiable. Il y a des formes ambulatoires. À ce moment-là, c'est des petits symptômes qui peuvent passer inaperçus, c'est-à-dire le malade reste en bon état général, il continue à vaquer à ses occupations normalement, il ne va pas vraiment beaucoup se plaindre, il se plaint de petites fébricules ou quelques troubles digestifs modérés. Et ça peut passer, ça peut guérir spontanément. Il y a les formes pseudogrippales où le céphalée, le syndrome algique, la fièvre avec des frissons et la toux sont importants. Là, ça peut simuler une grippe si vous voulez. Ça arrive, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Après, il y a les formes graves. À ce moment-là, c'est carrément, la gravité, c'est lié carrément à l'endotoxine, avec un typhose extrême, c'est-à-dire qu'il y a des troubles neurologiques, parfois carrément un délire, avec un coma. Donc, il peut être vraiment une encéphalite assez marquée, avec des troubles hémodynamiques, il peut faire des myocardites, il peut faire des complications. Il y a les formes à rechute. Alors, quand est-ce que surviennent les rechutes? Ça veut dire que c'est une fièvre typhoïde, on a fait le diagnostic, on a traité correctement, et après l'arrêt du traitement, 10 à 15 jours après l'arrêt du traitement, il va y avoir une reprise des symptômes, comme au début, avec des hémocultures positives. C'est-à-dire qu'il y a un gîte quelque part qu'il faut rechercher, c'est-à-dire qu'il n'a pas été éradiqué, ou le germe n'a pas été éradiqué, surtout quand il y a des lithiases vésiculaires, par exemple, ça peut bien sûr entraîner des rechutes. Et donc, les facteurs, si vous voulez, favorisant cette rechute, c'est quoi? C'est quand le traitement est incorrect, ou bien quand il y a persistance, comme je viens de vous dire, d'un foyer profond, qu'il soit vésiculaire, ganglionnaire, ou rénal, lithiase rénale. Donc là où il y a une lithiase, ça peut garder le germe qui va reprendre dès l'arrêt de l'antibiothérapie. Toujours dans les formes cliniques, donc on a vu les formes selon les symptômes, maintenant on va voir selon le terrain. On verra la forme de l'enfant, du sujet âgé, de la femme enceinte. Alors chez l'enfant, habituellement c'est moins grave que chez l'adulte. Chez l'enfant, le tableau est plus bénin, il y a des caractéristiques pour l'enfant, donc ils sont relativement bénis. Chez l'adulte, le début est progressif, chez l'enfant, le début est brutal. Il peut être brutal. Et la fièvre, elle n'est pas en plateau, elle est irrégulière. Et il n'y a pas de dissociation du pouls et de la température. C'est des formes cliniques de l'enfant. Les vomissements sont fréquents, plus que la diarrhée.
Le typhus, c'est très rare. Et les taches rosées lenticulaires sont abondantes. Et la tête pulmonaire, c'est-à-dire les râles bronchiques, peuvent faire égarer le diagnostic, faire penser à carrément une pneumopathie ou autre. Et sur le plan biologique, chez l'adulte, la FLS va montrer leuconeutropénie, alors que chez l'enfant, on peut avoir une hyperleucocytose. Et bien sûr, l'évolution naturelle est plus courte. Elle n'est pas aussi longue que chez l'adulte. Voilà les caractéristiques de la fièvre typhoïde de l'enfant par rapport à celle de l'adulte. Donc, elle est bénigne, début brutal, vomissement important, pas de dissociation de température, pas de typhus, les TRL sont abondants et il y a une hyperleucocytose. Et l'évolution est rapidement favorable. La forme du vieillard, il y a surtout des manifestations encéphalétiques qui sont fréquentes et surtout psychiatriques. Et la forme de la femme enceinte, il faut savoir que la fièvre typhoïde peut faire avorter la patiente. Donc, la fièvre peut être abortive. Après les formes, selon le terrain, on va voir les formes compliquées. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la toxine typhique, elle touche surtout certains organes, notamment l'appareil digestif, le cœur et le système nerveux. Alors, quand est-ce qu'elle s'observe ces complications? C'est surtout au 3e septenaire. Elles sont souvent d'origine toxinique, mais il y a certaines qui peuvent être d'origine bactérienne, suppurative, mais elles sont plus rares que les complications toxiniques. Et on va commencer par les complications digestives. Elles sont les plus fréquentes. Donc, on peut faire des hémorragies digestives. Elles sont dues aux ulcérations des plaques de Peyer, donc au niveau mésentérique. Et ces hémorragies, elles peuvent être minimes. On découvre à la FLS qu'il y a une petite anémie. Parfois, on trouve un méléna et parfois, c'est des ractorragies plus importantes avec anémie aiguë, pâleur cutanéeux muqueuse, parfois carrément un choc hypovolémique. Et là, bien sûr, c'est beaucoup plus grave. Ça nécessite peut-être un acte chirurgical s'il y a une perforation. Et donc, elle nécessite une surveillance rigoureuse car elles peuvent annoncer une perforation. Après ces hémorragies intestinales, on va voir la perforation intestinale. Et il y a 2 tableaux cliniques. Il y a la forme sténique et la forme asténique. C'est-à-dire que la forme sténique, c'est un tableau de péritonite aiguë, le ventre de bois, comme vous connaissez l'abdomen chirurgical. La forme asténique, il y a une perforation, mais la contracture est absente, elle est juste un ballonnement abdominal. Donc, c'est le fait d'y penser qui va nous faire la FNS et l'ASP qui permettront de faire un diagnostic. Donc, la forme sténique, c'est un tableau de péritonite aiguë avec douleur abdominale violente, arrêt des matières et des gaz, comme on l'a décrit en sémiologie, altération de l'état général, état de choc avec ventre de bois, et bien sûr, c'est un tableau chirurgical en urgence. La forme asténique, c'est la surveillance qui va permettre, bien sûr, de faire le diagnostic précocement. Parce qu'il peut faire ensuite un état de choc sans qu'on le sache si on n'examine pas correctement notre patient. Donc, il y a juste un ballonnement abdominal. Et quand on fait une FNS, normalement, chez l'adulte, on trouve une leuconeutropénie. Si on trouve une hyperleucocytose, c'est qu'il y a peut-être une péritonite due à d'autres germes qui ont pénétré dans le péritoine après la perforation. Et à l'ASP, on va voir un croissant gazeux entre le foie et le diaphragme. Donc, ce sont les 2 examens qui permettent de faire le diagnostic de perforation intestinale. Quand la forme est sténique, c'est clair cliniquement, c'est évident. Vous allez faire bien sûr aussi les 2 examens. Mais dans la forme asténique, il faut le faire systématiquement parce que ça vous permet de faire la différence entre une perforation intestinale et ce qu'on appelle un syndrome pseudo-perforatif. C'est un tableau d'occlusion intestinale, mais il est fonctionnel, d'origine toxinique,
Donc, parce que souvent, il y a une hypokaliémie. Donc, il y a un ballonnement abdominal, une sensibilité abdominale, mais avec même arrêt des matières et des gaz, mais il n'y a pas réellement de perforation. C'est juste, c'est le même tableau, c'est pour ça qu'on appelle pseudo-perforatif. Et si vous faites la FNS, il n'y a pas d'hyperleucocytose, et si vous faites l'ASP, il n'y a pas de croissant gazeux interhépatodiaphragmatique. On aura juste une dilatation des anses intestinales parce qu'il y a beaucoup d'air. C'est tout. Mais il n'y a pas de pneumopéritoine. Voilà la différence entre le syndrome perforatif et le syndrome pseudo-perforatif. D'accord? Même si le tableau est que c'est donc ces deux examens, la FNS et l'ASP, qui permettent de faire la différence, de faire le diagnostic et de faire la différence entre les deux. C'est voilà pour les complications toxiniques digestives. Maintenant, toujours sur le plan digestif, on peut avoir des complications suppuratives. Il y en a des fièvres typhoïdes qui ont été diagnostiquées devant un tableau d'appendicite aiguë, c'est-à-dire qu'on opère d'une appendicite et quand on fait l'examen de l'appendice, c'est là qu'on trouve les Salmonella typhi, le tableau clinique d'appendicite typhique. Ça peut être aussi une cholécystite aiguë, ça peut être un abcès du foie, ça peut être une hépatite aiguë anictérique. Donc, c'est des tableaux de complications suppuratives. C'est la localisation du germe à ce niveau, donc qui peut donner ces absédations. Ce n'est pas la toxine, mais c'est le germe qui est responsable. On a vu les complications digestives. Maintenant, on va voir, comme je vous ai dit, les trois organes, l'appareil digestif, l'appareil cardiovasculaire et neurologique. On va voir les complications cardiovasculaires. Alors, dans les cardiovasculaires, on peut avoir soit, toujours d'origine toxinique, hein, pour les complications cardiovasculaires, c'est toxinique. Donc, c'est soit un collapsus cardiovasculaire, soit une myocardite. Bien sûr, le collapsus, c'est la forme la plus sévère et ça peut être dû à un surdosage en antibiothérapie qui a entraîné la lyse massive de germes qui va libérer l'endotoxine, donc qui va aggraver cet état de choc. Donc, un état de choc véritable. Et c'est la prise en charge en réanimation rapide qui va permettre, plus le traitement corticoïde qui va améliorer la situation. La myocardite typhique, elle est beaucoup plus fréquente, heureusement, par rapport au collapsus. Et le plus souvent, elle est latente cliniquement. C'est les ECG systématiques qui vont découvrir les troubles électriques de myocardite. Elle peut se traduire parfois juste une péricardite, parfois un assourdissement des bruits du cœur, une simple tachycardie, ou bien un assourdissement des bruits du cœur, ou un bruit de galop à l'auscultation. Et ça peut être aussi, il peut être un tableau sévère d'insuffisance cardiaque, qui est connu comme toutes les origines, avec même des compensations au niveau pulmonaire. Et donc, dans cette myocardite, le CG va retrouver quoi? Soit des troubles de la repolarisation, une onde T négative ou bien un décalage du segment ST. Un décalage du segment ST. On peut avoir des extrasystoles, on peut avoir des troubles de la conduction à type de BA premier degré et l'évolution, quand elle est prise en charge correctement, est favorable. On peut avoir d'autres complications cardiaques beaucoup plus rares, telles que la péricardite, la phlébite, l'artérite, mais elles sont beaucoup plus rares. Moi, je n'en ai jamais vu. Alors, après les complications cardiovasculaires, on va voir les complications neurologiques. Donc, le troisième tropisme de la toxine typhique, c'est l'appareil neurologique. Et on peut avoir soit une encéphalite typhique, soit une cérébellite. On peut avoir même des méningites, des myélites, mais le plus fréquent, c'est surtout l'encéphalite ou bien la cérébellite. Alors, l'encéphalite, c'est les mêmes signes que toutes les encéphalites, quelle que soit la cause.
des troubles de la conscience, des convulsions, des troubles du tonus, des mouvements anormaux, et on peut faire même des troubles neurovégétatifs dans les formes les plus graves. Et le pronostic, bien sûr, peut être sévère. La cérébellite, elle est moins grave, si vous voulez, donc c'est par atteinte cérébelleuse, on peut avoir un tremblement, on peut avoir des mouvements incoordonnés, tout ça. Donc, c'est pas si fréquent, et c'est pas si grave par rapport à l'encéphalite. La méningite, elle est exceptionnelle. Elle peut être, bien sûr, purulente ou lymphocytaire aseptique. Donc, ça peut être bactérienne ou aseptique. C'est plus une réaction méningite. Et on peut avoir des myélites aussi, des polyradiculonévriques, mais c'est beaucoup plus rare. Les autres complications qui sont plus rares que ce qu'on vient de voir, que ces trois appareils, il y a les complications hématologiques. Donc, c'est surtout la pancytopénie. Donc, c'est surtout les syndromes d'activation macrophagique. Il y a, ou de CIDD, les atteintes pleuropulmonaires, c'est ce qu'on appelle le pneumotyphus. Donc, ça peut être un abcès du poumon, une pleurésie sérofibrineuse, ou foyer de bronchopneumonie, qui complique la fièvre typhoïde. Les atteintes osseuses, notamment chez le drépanocytaire, on peut avoir des ostéomyélites, des spondylodycites ou des arthrites pleurales. Et l'atteinte urinaire, on peut retrouver les salmonelles dans les urines, une infection urinaire à salmonelle. Ce n'est pas si fréquent dans les infections urinaires en général, mais quand on fait une fièvre typhoïde, on peut faire une localisation urinaire. Mais c'est rare. On a fini donc avec la clinique. On a vu le type de description, la forme commune. On a vu les complications digestives, les complications cardiaques, neurologiques et les autres complications. Maintenant, on va voir, et on a vu les formes cliniques de l'enfant, du sujet âgé, de la femme enceinte, et les formes symptomatiques, donc les formes bénignes, ambulatoires et les formes sévères, ou malignes. Maintenant, on va passer au diagnostic positif de la maladie. Et bien sûr, le diagnostic repose toujours sur un faisceau d'arguments, donc présomptifs, à commencer toujours par la notion épidémiologique, c'est-à-dire la notion de cas similaires, notion d'épidémie dans l'entourage, notion de consommation d'eau ou d'aliments souillés, donc l'eau de puits ou l'eau de source qui n'est pas contrôlée. Donc, c'est un argument épidémiologique en faveur de la fièvre typhoïde. Et puis, la clinique, notamment devant le début progressif, la fièvre en plateau avec pouls dissociés, les troubles digestifs, le typhos et surtout les taches rosées lenticulaires. Ça, c'est des arguments beaux, le trouble du sommeil, le typhos. Donc, tout ça, vous pouvez les argumenter pour des arguments en faveur du diagnostic positif. Ça, c'est sur le plan clinique et analytique. Maintenant, sur le plan biologique, on va avoir une leucocytose normale ou plus fréquemment une leuconeutropénie. Donc, il faut, sauf chez l'enfant où on peut avoir une hyperleucocytose, ou bien dans les formes compliquées. On a souvent une anémie modérée qui est associée et parfois une thrombopénie. C'est pour ça qu'on vous a dit sur les formes hématologiques, on peut avoir une pancytopénie. On peut avoir une petite élévation de transaminase et de LDH. L'ABS est modérément accélérée. Dans les septicémies à point de départ lymphatique, le syndrome inflammatoire n'est pas très important. Que ce soit la CRP qui est modérément élevée ou l'ABS est modérément accélérée par rapport toujours au sepsis apiogène où le syndrome inflammatoire est très important. Ici, il est vraiment modéré. La CRP ne dépasse pas 3 fois les normes et l'ABS est généralement inférieur à 40 mm à la première heure. Alors, les examens de certitude. Donc, il y a ce qu'on appelle un diagnostic direct. Le diagnostic direct, c'est-à-dire la mise en évidence du germe. Et ça, où est-ce qu'on peut chercher le germe? C'est dans le sang, à la phase
au premier septénaire et au deuxième septénaire, c'est-à-dire à la phase d'invasion, à la phase d'état, où bien sûr elles sont beaucoup plus souvent positives à la phase d'invasion que la phase d'état, donc les recherches par les hémocultures. Et bien sûr, elles peuvent être négatives, surtout s'il a reçu une antibiothérapie au préalable qui agit sur le germe. Donc, l'idéal, c'est de les faire avant toute antibiothérapie, avec tous les caractères des hémocultures, au moment de la fièvre ou des frissons, donc sans mettre sur un milieu usuel, culture sur milieu usuel. Le germe peut être isolé également dans la coproculture, et celle-ci n'est positive qu'après le deuxième septénaire. Donc, entre le deuxième et le troisième septénaire, on peut trouver encore le germe dans les selles. On a dit tout à l'heure que c'était des bacilles gram négatifs. Bien sûr, on trouve associé des hématies, des polynucléaires, puisqu'il y a une infection bactérienne. Et cette coproculture, elle a un triple intérêt. Premièrement, elle contribue au diagnostic. Elle permet le dépistage des porteurs sains. Quand on fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les cuisiniers qui font chaque année une coproculture, elle peut dépister les porteurs sains. Et puis, elle permet de lever l'isolement du malade hospitalisé. Parce qu'on ne libère bien sûr le malade qu'une fois qu'il a 2 coprocultures négatives. Alors, les autres, bien sûr, on peut trouver aussi le germe au niveau des urines, donc c'est l'uroculture. On peut le trouver aussi dans la moelle osseuse, quand on fait la myéloculture, et même quand on fait la biopsie des taches rosées lenticulaires, mais bien sûr personne ne le fait, c'est tellement minuscule, c'est tellement éphémère, qu'on n'a pas le temps de faire la biopsie des taches rosées lenticulaires et allez-y chercher le germe à ce niveau. Donc on prend plutôt les prélèvements plus importants. Et parfois, dans certains méningites, on peut isoler dans le LCR, mais c'est très très rare. Et quand il y a aussi des abcès, quand on fait une intervention sur un abcès du foie ou un abcès pulmonaire ou une appendicite, on peut isoler le germe au niveau de ces prélèvements-là. Mais les plus fréquemment à retenir, c'est les hémocultures et la coproculture. La coproculture, ce n'est pas la peine de la faire à la première semaine. Comme les septénaires, ce n'est pas la peine. Mais le deuxième et troisième septénaire, vous pouvez la faire. Les hémocultures, c'est au premier, au deuxième septénaire. Donc, c'est au deuxième septénaire qu'on a tous les examens positifs. Après l'isolement du germe, on peut, ça c'est le diagnostic direct, maintenant le diagnostic indirect, c'est-à-dire la mise en évidence des anticorps spécifiques anti-salmonelle dans le sang. Alors, il y a les anticorps anti-O qui apparaissent généralement vers le 8e jour, pour vous dire que c'est à partir du 2e septénaire qui va se positiver, donc avec une valeur maximale qui va disparaître au bout de 2 à 3 mois. Et c'est la présence des anti-O, des anticorps anti-antigènes O, qui a le plus d'importance parce que ça signifie que l'infection est récente. Mais les anti-H, ils apparaissent bien sûr vers le 10e jour, mais ça peut, et comme ils persistent longtemps, ça peut être une ancienne maladie qui garde des anticorps, ça peut être aussi un vaccin anti-typhique qui garde les anticorps anti-H. Donc, c'est pas, c'est-à-dire la positivité, il faut qu'il y ait les anti-O et les anti-H en même temps. S'il n'y a que les anti-H, on ne peut pas dire que c'est une infection récente. Donc, c'est l'agglutination de bactéries en ajoutant bien sûr la dilution croissante pour avoir le taux nécessaire. Et donc, la sérologie ne se positive qu'à partir du 2e septénaire. Et donc, comme je vous ai dit, seuls les anti-O ont une valeur diagnostique quand leur titre est supérieur ou égal à 1/100. Et pour les sujets qui sont déjà vaccinés ou les sujets qui vivent en zone d'endémie, on exige un taux de 1/200. Et les anti-H,
qui doit être supérieur ou égal à 1/200 et 1/400 pour les sujets vaccinés, pour les sujets qui vivent en zone endémique. Si c'est quelqu'un qui vit en Europe, si vous avez les anti-O à 1/100, c'est considéré comme positif. Dans les pays tropicaux ou même en Algérie, quand maintenant la fertilité a beaucoup diminué par rapport à avant, si on a 1/200, c'est mieux qu'1/100 pour les O. Et les H, c'est autour de 1/400 dans les pays sous-développés où où la maladie est endémique. Ça peut être aussi quand vous faites 2 prélèvements à 15 jours d'intervalle, vous avez, quand il y a une ascension du taux d'anticorps par rapport au premier, ça a une grande valeur diagnostique. Donc ça veut dire que c'est une infection récente. Et quand est-ce qu'il peut être négatif, ce sérodiagnostic qu'on appelle le sérodiagnostic de Vidal et Félix? D'accord? C'est le sérodiagnostic de Vidal et Félix ou la sérologie. Donc, il est négatif quand le malade a été traité très précocement. Il commence la fièvre aujourd'hui, vous le traitez, donc vous agissez sur le germe, il n'aura pas le temps de faire les anticorps. Donc, il n'y a pas de réponse immunitaire, et donc il ne va pas s'immuniser, il n'y aura pas d'anticorps. Donc, le sérodiagnostic va être négatif. Voilà. Et puis, ça peut être un faux positif parce qu'il y a des communautés antigéniques avec certaines pathologies, notamment avec les yersignoses et certaines entérobactéries. Ça veut dire que vous pouvez avoir un sérodiagnostic positif alors que ce n'est pas Salmonella typhi ou paratyphi. C'est uniquement une yersignose ou d'autres entérobactéries. Ça existe, mais bon, c'est plutôt rare. Voilà pour le diagnostic positif. Donc, le diagnostic direct par la recherche de germes dans les hémocultures et dans les selles. Et le diagnostic indirect, c'est la sérologie. Bien sûr, le diagnostic direct a beaucoup plus de valeur que le diagnostic indirect. Et parfois, c'est l'association des trois qu'on a pour faire le diagnostic. Le diagnostic différentiel, bien sûr, durant le premier septénaire, vous avez une fièvre avec constipation, avec des céphalées. Ça peut être prêté à confusion avec toutes les infections qui viennent de commencer, comme la tuberculose de primo-infection, la brucellose, dans une hépatite virale. Ils ont tous à peu près les mêmes symptômes. Paludisme de primo-invasion, surtout qu'il y a une fièvre en plateau, dans le paludisme, des troubles digestifs, des céphalées. Et bien sûr, s'il a voyagé en zone tropicale. Et dans ces zones tropicales, on peut avoir les deux maladies en même temps. Donc, il faut faire attention par rapport au diagnostic différentiel. Si c'est quelqu'un qui vient, qui fait d'une zone d'endémie palustre et de fièvre typhoïde, et le frottis goutte-épaisse doit être systématique. Celui-là, on peut l'avoir rapidement. Et les hémocultures, ça vous permettra d'isoler des salmonelles s'il y en a. Il y a aussi l'amibiase hépatique, l'abcès amibien, qui se manifeste par une fièvre, par un trouble digestif, l'hyperleucocytose, et certaines viroses qui donnent des fièvres prolongées, telles que le cytomégalovirus, le VIH et l'Epstein-Barr virus ou la mononucléose infectieuse. Voilà les différentes maladies avec lesquelles on peut comparer la fièvre typhoïde. On arrive au chapitre traitement et il y a bien sûr le traitement spécifique, donc l'antibiothérapie, et il y a le traitement symptomatique selon le cas, pour soit chirurgical, soit transfusion de piloplaquettaire quand il y a des hémorragies. Donc tout dépend ou bien corticothérapie quand il y a des complications toxiniques. Donc tout dépend de la complication qu'il y a. On va commencer par le traitement spécifique qui est basé sur l'antibiothérapie. Et il faut choisir les antibiotiques qui ont une bonne diffusion lymphatique et intracellulaire. Et à chaque fois, il faut privilégier la voie orale par rapport aux voies injectables. Sauf si le malade vomit et qu'il ne peut pas garder son traitement, à ce moment-là, on est obligé de mettre un traitement injectable. Mais l'idéal, c'est donner un traitement par voie orale, c'est-à-dire qu'il suit le même trajet que le germe. Donc, pour ne pas vous tromper.
Bien sûr, il y a les traitements classiques qui ont été largement utilisés avant et même qui sont certains utilisés encore maintenant. Et il y a les traitements nouveaux qu'on va voir. Alors, dans les traitements classiques, il y a d'abord la famille des funiculés, qui a été très largement utilisée dans la fièvre typhoïde pendant plusieurs épidémies, pendant plusieurs années, et avec une bonne réponse, bien sûr, au traitement, mais il y a certains effets secondaires parce qu'ils sont hématotoxiques. D'ailleurs, maintenant, les phénicolés ne sont pratiquement plus fabriqués parce qu'il y a d'autres antibiotiques qui sont préférés à ça. Et c'était des antibiotiques non seulement qui diffusaient partout, une très bonne diffusion, mais en plus, ils n'étaient pas chers, fabriqués même par Saïdal à l'époque. Donc, c'est de bonne guerre qu'on avait mis les phénicolés comme traitement classique. Après ça, il y a eu le cotrimoxazole qui est toujours utilisé dans notre pays comme traitement de première intention, donc le Bactrim, qui reste bien sûr parce qu'ils ne sont pas très chers. Et puis la bactérie reste sensible à ces deux traitements et la durée est en moyenne de 2 semaines. En fait, les phénicolés ont traité 3 semaines, mais avec le cotrimoxazole, c'est 2 semaines. Alors, en Algérie, c'est le traitement de première intention, donc le Bactrim. Alors, si c'est le Bactrim faible, qui contient 400 mg de sulfaméthoxazole et 80 mg de triméthoprim, parce que c'est une association de 2 sulfamides, on donnera 2 comprimés 2 fois par jour, ou bien si c'est la forme forte, c'est-à-dire le double dose, on donnera un comprimé 2 fois par jour pendant 15 jours, avec toujours surveillance, parce qu'il est néphrotoxique et hématotoxique, surveillance de la FNS et du bilan rénal. Quant au phénicolé, on donnait 50 mg chez l'enfant et 1,5 g chez l'adulte. C'est le traitement qu'on donnait, mais on ne le donne plus, il n'est plus fabriqué en fait. Les traitements actuels, donc il y a les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3e génération, notamment la ceftriaxone et l'azithromycine. Alors, les fluoroquinolones, c'est de très bons antibiotiques qui se diffusent également très bien, qui sont souvent bien tolérés. Et chez l'adulte, on donnera l'ofloxacine, 200 mg 2 fois par jour. Et puis, ça écourte la durée du traitement, généralement 7 jours à 10 jours maximum. Si c'est l'ofloxacine, c'est 200 mg 2 fois par jour. Si c'est la ciprofloxacine, c'est 500 mg 2 fois par jour. Et la durée, c'est de 5 à 7 jours. Ça peut aller jusqu'à 10 jours, et même à 14 jours dans les formes compliquées. Mais l'idéal, c'est de le donner par voie orale, parce que les 2 molécules existent par voie injectable. On peut commencer par l'injectable si le malade vomit, et dès qu'il s'améliore, on passera à la voie orale. Et bien sûr, dans certains pays, notamment en Asie, en Inde par exemple, où il y a beaucoup de résistance des salmonelles au fluoroquinolone. Chez nous, ça reste encore sensible, mais il faut toujours faire les hémocultures et la culture avant pour pouvoir avoir un antibiogramme et changer s'il est résistant. Voilà par rapport au fluoroquinolone. La ceftriaxone, c'est aussi un traitement très actif dans la fièvre typhoïde, mais il n'existe que par voie injectable. Bien sûr, c'est la céphalosporine de 3e génération, on utilise la ceftriaxone, pas le claforan, pas la céfotaxine. Pourquoi la ceftriaxone? C'est les deux, ils ont les mêmes, le même mode d'action, mais l'élimination est différente. La ceftriaxone s'élimine par voie biliaire, donc elle va suivre à peu près le même trajet que le germe et va agir dessus, alors que la céfotaxime est éliminée par voie rénale. Donc on préfère la ceftriaxone par petite perfusion, généralement à peu près 4 grammes 2 grammes 2 fois par jour chez l'adulte, et 700 mg kilo chez l'enfant. Pardon, ce que j'ai dit. Non, c'est 70 mg kilo. Et la durée, c'est généralement 1 semaine, maximum 10 jours. Et non seulement en dehors de toute allergie aux bêta-lactamines,
le ceftriaxone est bien toléré. Et puis, il y a l'azithromycine, maintenant qui est à la mode un peu partout, même pour, pour la COVID-19. L'azithromycine orale, elle s'est révélée efficace, mais elle n'est pas donnée en première intention dans la fièvre typhoïde. Donc, après le traitement spécifique par l'antibiothérapie, il y a le traitement symptomatique. Il y a le repos au lit pour les malades hospitalisés. Bien sûr, il faut donner des régimes liquides et riches c'est un régime diététique pour améliorer l'état du patient. Il faut corriger les troubles électrolytiques, surtout s'il a fait beaucoup de diarrhée, beaucoup de vomissements. Les corticoïdes sont indiqués dans les formes sévères, notamment l'encéphalite et la myocardite, pour une courte durée. Donc pendant 3 à 4 jours, on utilisera soit la dexaméthasone, soit l'hémisuccinate d'hydrocortisone, donc pour une courte durée, ça s'élimine rapidement. Et ensuite, on établit une fiche de surveillance. Une fois qu'on a hospitalisé le malade, mis sous traitement spécifique et traitement symptomatique, on doit établir une fiche de surveillance. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Il y a d'abord la surveillance clinique. Bien sûr, c'est les constantes vitales, donc la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l'état de conscience, l'état de l'abdomen, parce qu'il y a des risques de perforation d'abdomen chirurgical, et surveiller les selles, est-ce qu'il n'y a pas de sang dans les selles? Surveiller donc le risque, les hémorragies. Donc ça, et bien sûr avec l'examen cardiaque de tous les jours. Là, ça, c'est la surveillance clinique. Donc surveiller la maladie elle-même, tous les éléments qu'on a trouvés, et puis surveiller les risques de complications. Donc l'atteinte cardiaque, l'atteinte neurologique et l'atteinte digestive. Il faut surveiller régulièrement. La surveillance biologique, c'est surtout la FNS une fois par semaine et le bilan rénal aussi en cas de traitement par les phénicolés ou bien par le cotrimoxazole. Et il y a la surveillance bactériologique. Avant de sortir le malade, il faut qu'il ait 2 coprocultures négatives à 48 heures d'intervalle pour bien sûr éviter qu'il contamine sa famille au retour chez lui. Donc ça, c'est le traitement symptomatique. Maintenant, les complications, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est les hémorragies digestives, bien sûr, il faut arrêter toute alimentation. Il faut mettre des poches de glace sur le ventre pour éviter que ça continue de saigner. Et on doit transfuser s'il a beaucoup saigné. Et s'il y a une hémorragie vraiment abondante, parce qu'il y a un vaisseau qui saigne vraiment, on peut faire appel à la chirurgie. En cas de perforation, en plus du traitement de la typhoïde, on donnera une antibiothérapie à large spectre, parce que tous les germes qui sont dans les intestins vont se déverser dans le péritoine. Donc, il y a la chirurgie, plus l'antibiothérapie à large spectre, plus l'antibiothérapie de la fièvre typhoïde. Quand c'est un syndrome pseudo-perforatif, il faut également arrêter l'alimentation orale, mettre une sonde rectale pour éliminer les gaz, parce que c'est un tableau vraiment de ballonnement abdominal par les gaz, les distensions intestinales, et bien sûr, corriger une éventuelle hypokaliémie. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller l'ionogramme. Quand il y a bien sûr un état de choc, il faut le remplissage vasculaire, plus l'hémisuccinate d'hydrocortisone et correction d'une hypokaliémie qui peut aggraver le problème cardiaque. Et s'il n'y a vraiment pas de réponse au remplissage, à ce moment-là, on donnera des drogues vasoactives et puis c'est un patient qu'il faut mettre en service de réanimation. En cas d'encéphalite, corticothérapie également de courte durée et des mesures de réanimation et de nursing. Pour les rechutes ou les porteurs chroniques, bien sûr, s'il y a une rechute de fièvre typhoïde, il faut traiter comme une fièvre typhoïde, mais il faut
changer d'antibiotique pour ne pas pour qu'il ne développe pas de résistance. Donc, il faut changer par rapport à l'antibiothérapie qu'on a utilisée dans le premier épisode. La rechute, on traitera avec un autre antibiotique. Pour les porteurs chroniques, on les mettra sous amoxicilline, 4 grammes par jour, pendant 3 jusqu'à 6 semaines, ou bien ciprofloxacine pendant 4 semaines, 2 à 4 semaines, et sans oublier d'envoyer en chirurgie les porteurs d'une lithiase vésiculaire, parce que ça retient les germes et ça peut être à l'origine de rechute. Voilà pour le traitement curatif. Maintenant, on arrive au traitement préventif et il y a bien sûr des mesures collectives et des mesures individuelles. Alors, pour le collectif, d'abord, il faut isoler le malade, donc un isolement entérique. Il faut qu'il ait des toilettes tout seul et qu'il faut désinfecter les toilettes. Donc, il faut qu'il ait une chambre seule pour désinfecter ses toilettes et désinfecter, bien sûr, à l'eau de Javel, tous les selles et le linge et la chambre, surtout s'il a une diarrhée qui peut salir partout. Parce que ça peut être touché par quelqu'un et se contaminer par les mains sales. Donc, l'isolement entérique du malade et traiter les porteurs chroniques et bien sûr opérer ceux qui sont porteurs de lithiase pour qu'ils ne continuent pas à essaimer la maladie sans qu'on le sache. Et puis, il y a la vaccination. Bien sûr, il y a 2 types de vaccins. Il y a le vaccin polysaccharidique de Salmonella typhi et il existe un autre vaccin vivant atténué qu'on n'a jamais ramené chez nous. Donc, on n'a ramené que le polysaccharidique, bien sûr, qui était, qu'on faisait, surtout, on ne le faisait pas dans la population générale, il était fait surtout chez les jeunes qui allaient à l'armée. Donc, on faisait le vaccin de la typhoïde, du choléra et les autres vaccins. Donc, il y avait le vaccin polysaccharidique qui s'administrait, bien sûr, tous les 3 ans quand ils sont, bien sûr, qui restent dans l'armée. Et il est indiqué au-delà de 2 ans, pas avant. Sa séroprotection, c'est de 95% au début et ensuite ça diminue progressivement et ça diminue jusqu'à 2 ans, 3 ans maximum. Et l'efficacité est de l'ordre de 60 à 70%. Ce n'est pas extra, mais c'est une assez bonne couverture. Alors, le vaccin actuel, c'est le Tifim-VI. Donc, il utilise l'antigène capsulaire. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'antigène VI est utilisé aussi dans le vaccin. Donc, il est actuellement constitué de polysaccharides capsulaires, mais il ne protège que contre Salmonella typhi. Il n'y a pas de pour les paratyphies. Donc, il y a une seule injection intramusculaire avec un rappel tous les 3 ans. Et il est fait, par exemple, en Europe, pour les gens qui vont aller travailler en zone d'endémie dans les pays tropicaux où il y a beaucoup de cas de fièvre typhoïde ou en Asie. Donc, on les vaccine. Et puis, chez les militaires également. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Donc, on a fini avec la fièvre typhoïde et on va terminer avec un deuxième cours qui est qu'on n'a pas pu faire la dernière fois, ce qui est sur la rubéole.